Bonjour, merci beaucoup pour cette introduction. En effet, la Fondation L'Oréal a un très long historique sur la lutte pour les femmes scientifiques. Je vais essayer d'allumer mon autre micro pour que vous me voyez un peu, parce que sinon... Est-ce que si je parle là, vous m'entendez? Et on peut peut-être afficher aussi une image. Donc, s'il y a une problématique, dites-moi. D'entendre, faites-moi un petit signe, s'il vous plaît. Donc, oui, la Fondation L'Oréal, depuis 1998, met donc un principal objectif avec le programme UNESCO L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science, qui est de rendre visibles les femmes scientifiques. On a commencé à rendre visibles des femmes scientifiques très accomplies, très seniors pour toute leur carrière. Ce sont 5 grands prix qu'on donne tous les ans à des femmes scientifiques d'excellence, d'exception. Très vite, on s'est rendu compte que ça ne va pas suffire pour changer la donne, et nous avons donc ajouté des prix jeunes talents pour des doctorantes et post-doctorantes pour leur permettre également de profiter de cette visibilité, de cette mise en valeur. Donc, pourquoi on a choisi cette action-là? C'est parce que très tôt, on s'est rendu compte que l'invisibilisation des femmes scientifiques conduit bien sûr aussi à une reproduction. Il n'y a pas de rôle modèle, donc il y a une prochaine génération, une génération d'après qui ne peut pas se projeter et se penser scientifique. Et cette insuffisante visibilité et valorisation conduit bien sûr également à une insuffisante prise en compte des femmes scientifiques. Donc maintenant, nous faisons ça donc depuis 20 ans. On a soutenu en total 3300 femmes scientifiques. On les a rendues visibles. On a mis à disposition des formations complémentaires en termes de leadership, de communication skills, media training, etc. Et donc, avec tout ce recul, qu'est-ce qu'on a appris? Donc, moi, je souhaiterais partager 3 ou 4 grands points avec vous. Un premier, c'est que oui, on est d'accord, bien sûr, c'est une question d'égalité de genre, c'est une question de meilleures compétences, mais ce qui me semble être également très important, c'est aussi une question de qualité de la recherche scientifique et du monde qu'on souhaite dessiner ensemble. L'absence de femmes scientifiques conduit à des biais dans la recherche scientifique qui aujourd'hui ont été largement prouvés dans la recherche médicale. On sait à quel point l'insuffisante prise en compte de femmes a conduit à un traitement inadapté de maladies cardiaques pour les femmes. On sait que l'absence de femmes dans l'informatique conduit à des algorithmes qui reproduisent des stéréotypes de genre ou des stéréotypes racistes. Donc, et demain, un monde de robotique, un monde très dominé par les nouvelles technologies, quel monde sommes-nous en train de créer si les femmes et les scientifiques femmes ne participent pas au dessin de ce monde? Donc, moi, personnellement, ça m'inquiète parce que je pense qu'une société qui est aussi peu inclusive, et je pense que c'était très bien dit avant moi sur l'inconscient volonté, l'inconscient dessin d'un monde qui n'est pas inclusif et qui ne prend pas en compte les femmes, parce que c'est certes aujourd'hui inconscient et non volontaire, mais néanmoins extrêmement fort. C'est donc une recherche scientifique qui ne prend pas en compte la perspective de la moitié de l'humanité. Et ça, c'est pour créer des sociétés inclusives dont nous avons besoin. Ça me semble préoccupant. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que je ne vais pas revenir sur la question de stéréotypes parce que c'était largement
fait dans l'intervention précédente. Bien sûr, c'est un point important. Bien sûr, il était important que les jeunes filles puissent se penser scientifiques, puissent se projeter. Mais n'oublions pas, s'il vous plaît, que même quand elles le font, tout au long de leur carrière, ils vont rencontrer des freins, des obstacles, des discriminations que leurs collègues masculins ne rencontrent pas. On le voit très clairement, par exemple, en biologie, où aujourd'hui, on a beaucoup plus de filles qui vont en prépa et qui commencent des études que de garçons. Néanmoins, les postes à responsabilité sont occupés par des hommes. Donc, il y a quelque chose de très, très clair qu'on a aujourd'hui une société qui est toujours marquée par des discriminations, même peut-être involontaires, mais toujours aussi existantes. Donc ça, c'est quelque chose de très présent et je pense qu'il ne faut pas se complaire dans l'idée de, si on avait plus de filles qui prennent les études scientifiques, on n'aura pas de problème. Donc ça ne sera pas du tout le cas parce qu'on le voit, même quand elles le font, leur carrière avance moins rapidement, elles ont moins accès à des postes de responsabilité et elles sont toujours exposées à des comportements sexistes, discriminatoires et même qui peut donc aller jusqu'au harcèlement, comme partout ailleurs. Mais malheureusement, je dirais que le monde scientifique n'a pas fait sa révolution MeToo. Ça, c'est très, très clair. Aujourd'hui encore, quand on le dit, je sens toujours un petit froid en face, là, pas au travers l'écran. Mais en général, quand nous avons par exemple mené une étude auprès de nos alumni, les dernières, là, il y a en 2019, quand même 350 femmes qui ont répondu, qui sont parmi les scientifiques les plus doués du monde. Et à 47%, ils ont répondu qu'ils étaient victimes ou témoins de harcèlement dans leur carrière. Donc, je pense que ça doit nous préoccuper. Donc, il y a là quelque chose qu'il faut aborder. Pourquoi ce n'était pas abordé? Parce que, bien sûr, comme c'était dit aussi, Eliès, c'est la science, c'est cette idée noble. Donc, c'est la rationalité, c'est l'objectif, c'est la connaissance. Et par la connaissance, on espère que ce genre de comportement déviant disparaisse. Ce n'est pas le cas. Et donc, il va falloir y faire face, il va falloir se confronter, parce que sinon, ce n'est pas un environnement dans lequel les femmes auraient envie d'aller pour faire des carrières. Et il y a un deuxième grand frein qui est bien sûr la maternité, l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Là encore, beaucoup plus de femmes dans notre étude ont répondu et ont dit c'est complètement, le parcours scientifique et les carrières scientifiques, c'est complètement inapproprié pour les femmes, c'est pas du tout destiné pour les femmes. Et dans un monde, par exemple, du publish or perish, toute pause de maternité le pénalise à tout moment, et on l'a vu d'ailleurs maintenant pendant le Covid, il y a pas juste, il y a 90% des études sur la Covid qui étaient publiées par les hommes. On a complété notre étude, 79% de femmes disent, nous, on a produit moins parce qu'on avait en plus en charge les enfants et donc on va être doublement pénalisé parce qu'on n'a pas eu, dans ce monde du publish or perish, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc moi, ce que je plaide et ce qu'on a appris au long de 20 ans de travail, c'est oui, il faut rendre visibles les femmes. Oui, il faut les valoriser. Oui, il faut lutter contre le stéréotype et leur autocensure quand cela existe, mais il faut également transformer les institutions, les carrières, et il faut lever ce tabou dans un monde scientifique qui est particulièrement hiérarchique, particulièrement vertical, et où les freins sont encore multiples pour pouvoir contribuer. Et peut-être pour finir, j'aimerais finir sur une note peut-être un peu optimiste aussi, qui est quand on permet, nous avons un prix pour les femmes scientifiques de l'Afrique subsaharienne. Et donc, c'est un prix où nous avons la chance de rencontrer des femmes scientifiques exceptionnelles, qui ont une persévérance, une résilience, qui font donc vraiment, je pense, une grande différence. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les femmes scientifiques sont un peu aussi victimes d'une double modestie.
il y a une modestie qui est inhérente au monde scientifique, de toujours se questionner, de toujours remettre en question, de toujours être dans l'ouverture, dans le débat d'idées. Mais quand c'est combiné à la modestie qu'on a appris autant que femmes, c'est-à-dire de nous mettre en deuxième plan, de tout le temps nous questionner, tout le temps nous remettre en question, de ne jamais se mettre devant, ça fait donc des femmes qui se mettent difficilement en premier plan en termes de visibilité et donc aussi de relations médias, etc. Donc, on le voit peu. Mais quand on le soutient, et ça, c'est une femme sénégalaise qui me l'a dit, elle nous a dit après qu'on l'a rendue très visible au travers de nos prix, etc. Elle a dit, je vous remercie parce que vous avez changé le regard que le monde a sur moi. Et donc ça, c'était un énorme compliment et récompense pour nous, parce que c'est exactement ce que nous souhaitons faire. Parce que oui, il faut, comme Ilyes disait, il faut donc que les jeunes filles changent leur perception sur elles-mêmes, mais il faut également que le monde change le regard sur les femmes scientifiques pour les encourager, pour permettre les mêmes opportunités, pour lutter contre le frein systémique qui existe partout. Et donc, j'espère qu'avec cette chaire, on pourrait contribuer à cela. Merci beaucoup.